Alors depuis des années, on avait un peu critiqué la position égyptienne envers l'Afrique. L'ex-président Hosni Moubarak avait décidé, disons, de négliger cette relation fraternelle, puisque l'Égypte fait partie du continent africain après une tentative d'attentat qui a été échouée donc à Addis Abeba. Et depuis, les relations ont été refroidies, des relations qui ont été refroidies aussi avec l'Union africaine lors du 30 juin 2013, où l'Union africaine avait accusé l'Égypte d'un coup d'État militaire. Et puis, l'Égypte est revenue sur la scène africaine. L'Égypte tente une nouvelle diplomatie avec l'Afrique, un rapprochement beaucoup plus flagrant avec des réunions qui ont été tenues, notamment à Sharm el-Sheikh avec le COMESA, une diplomatie plus fraternelle, avec même Addis Abeba et sur le sujet du barrage de la Renaissance à Addis Abeba. Enfin, en tout cas, une volonté de rapprocher les liens entre l'Égypte et les différents pays d'Afrique. Nous avons l'honneur d'avoir son Excellence Soriba Camara, ambassadeur de la République de Guinée, plus connu sous Guinée-Conakry. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, messieurs. Alors, nous allons d'abord faire une petite parenthèse actualité, parler un petit peu évidemment de la relation bilatérale entre les deux pays et puis voir, disons, comment la position de l'Égypte, est-ce que pourrait apporter l'Égypte dans le continent africain et comment ce continent africain, avec l'Égypte, puisque nous en faisons partie, pourrait se développer. Et cette parenthèse actualité, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous demander comment vous avez appréhendé la victoire de Donald Trump donc à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que pourrait être, selon vous, l'avenir de la relation entre l'Afrique et Washington? Tout d'abord, merci de m'avoir accordé cette interview. Merci à vous. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ce soir sur votre chaîne. Et donc, comme vous m'avez demandé en ce qui concerne l'élection du président Trump aux États-Unis, je dirais que M. Trump a été élu par le peuple américain, un peuple qui est souverain. Donc, c'est une décision, c'est un choix que nous devons respecter. En ce qui concerne maintenant les relations entre les États-Unis et l'Afrique, j'espère que ce sont des relations qui vont être de bonnes relations. L'Amérique et l'Afrique ont des intérêts communs, ont des liens historiques qu'il faudrait toujours privilégier. Donc, je crois que le président Trump tiendra compte de ces réalités pour avoir une politique fructueuse envers l'Afrique. Très bien, donc un message, un souhait, donc une volonté d'augmenter, de fructifier, disons, ces relations. Bon, on va entrer dans notre sujet. Tout d'abord, évidemment, puisque vous êtes là, on se doit de vous demander les relations entre l'Égypte et la République de Guinée. Des milliers de kilomètres nous séparent et pourtant il y a quand même, disons, un lien, des activités de coopération bilatérale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr, les relations entre la Guinée et l'Égypte sont de très bonnes relations et qui ne débutent pas aujourd'hui. Depuis très longtemps, depuis le temps du président Gamal Abdel Nasser et du président Ahmed Sékou Touré, les relations ont été toujours de très bonnes relations entre la Guinée et l'Égypte, et ce, sur tous les plans. Je m'en vais vous donner un petit exemple qui est très important. La première université guinéenne, la plus grande université guinéenne qui se trouve dans la capitale Conakry, porte depuis 1962 le nom du président Gamal Abdel Nasser. Cela prouve à suffisance l'excellence des relations entre la Guinée et l'Égypte depuis de très longues dates. Donc, coopération éducative, et pourquoi pas en parler tout de suite. Il y a des échanges d'expériences entre les professeurs égyptiens et professeurs guinéens. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de cela? Oui, sur ce plan, je vous dirais que depuis de très longues années, il y avait beaucoup de professeurs égyptiens qui partaient enseigner dans les collèges, dans les lycées et dans les universités guinéennes. Et il y a également beaucoup d'étudiants guinéens
qui ont fait leurs études et qui sont en train de faire leurs études ici en Égypte. Évidemment, il y a une coopération économique, notamment dans tout ce qui est infrastructure, donc génie civil et agriculture. Bon, en fait, sur ce plan, nous n'avons pas encore atteint un niveau très élevé. Nous sommes en train de travailler à cela. Elles existent, mais évidemment, pas un niveau aussi important encore. Mais nous sommes en train de travailler à cela des deux côtés. L'ambassade de Guinée à Conakry, l'ambassade d'Égypte à Conakry et l'ambassade de Guinée en Égypte, nous sommes en train de travailler à cela ensemble pour pouvoir relever le niveau de la coopération sur d'autres plans entre la Guinée et l'Égypte. Quel a été, historiquement parlant, puisque vous avez évoqué l'université de Gamal Abdel Nasser, quelle a été l'importance et la participation égyptienne à l'époque de Nasser pour l'indépendance notamment de la République de Guinée? Vous savez, lorsque la Guinée a accédé à l'indépendance en 1958, c'était une colonie française, comme vous le savez. Et lorsque nous avons accédé à notre indépendance, la France a complètement verrouillé la Guinée. Les cadres français étaient partis, l'administration française s'était complètement retirée de la Guinée. Et donc nous étions obligés de chercher des partenaires, avoir des relations avec des pays qui allaient nous accompagner. Et l'Égypte de Gamal Abdel Nasser faisait partie de ces pays-là qui ont accompagné notre pays après l'accession à l'indépendance, et ce, sur tous les plans. Quelles ont été les grandes réalisations à l'époque? Bon, les grandes réalisations à l'époque, par exemple, on peut parler du projet d'adduction d'eau à Conakry, d'experts dans les domaines de l'enseignement, la formation des militaires guinéens ici en Égypte et dans beaucoup d'autres domaines. Je parlais dans mon introduction d'abandon de la part de l'époque Moubarak, durant l'époque Moubarak, vers un abandon de l'Afrique. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça? Oui, il faut dire que beaucoup de pays africains ont ressenti, pas l'abandon, mais un certain éloignement de l'Égypte par rapport aux autres pays africains. Comment vous l'avez ressenti? Parce que le niveau de coopération avait relativement baissé. Dans tous les domaines? Dans tous les domaines, il faut le dire. Ouais. Et même dans l'échange d'expériences, puisque l'Égypte a toujours accueilli des experts guinéens ou même africains en termes généraux. Oui. Est-ce que vous avez senti que ça s'est arrêté tout ça? Oui, ça ne s'est pas arrêté, mais ça a beaucoup diminué, il faut le dire. Et en ce moment, avec cette nouvelle diplomatie égyptienne, qu'est-ce que vous sentez comme rapprochement? Est-ce qu'il y a vraiment, ou c'est encore un petit peu flou? Non, c'est assez clair. La volonté des autorités égyptiennes, n'est-ce pas, de renforcer, de raffermir les relations avec le continent africain est très claire à tous les niveaux. C'est le même discours, c'est le même engagement que nous sentons. Il faut le reconnaître. Qu'est-ce qui pourrait être développé entre... alors, on va prendre nos pays respectifs, hein, puisque nous sommes là, puis ça pourrait être un exemple de départ. Qu'est-ce qui pourrait être développé entre l'Égypte et la Guinée, la République de Guinée, en termes déjà financiers et économiques? Il faut parler des relations commerciales, qui sont très importantes parce que, comme vous le savez, le commerce est souvent la porte, n'est-ce pas, d'entrée de l'industrie, des investissements dans un pays. Donc, nous allons travailler quand même à faire découvrir aux commerçants, aux hommes d'affaires guinéens, les possibilités de commercer, de faire du commerce avec l'Égypte et vice-versa. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que beaucoup d'Égyptiens maintenant viennent à l'ambassade de Guinée prendre des informations en ce qui concerne les opportunités d'avoir des relations commerciales avec la Guinée, les opportunités d'investir en Guinée. Et il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 hommes d'affaires égyptiens qui sont allés à Conakry, qui sont actuellement en train de travailler avec leurs homologues guinéens. Nous avons envie d'organiser un forum ici en Égypte pour pouvoir montrer aux hommes d'affaires égyptiens
des opportunités d'investissement en Guinée. Et au mois de décembre, il va y avoir une foire à Conakry qui connaîtra la participation de certains Égyptiens. On dit qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont là, il y a beaucoup de signatures, et notamment lorsqu'il y a eu cette réunion de la COMESA à Sharm el-Sheikh, mais ces dossiers-là tardent. Il y a un manque de volonté, il y a toujours des intérêts qui ne sont pas forcément entre pays africains. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour ce qui est de la COMESA, je ne pourrais pas tellement m'exprimer sur ce sujet, d'autant plus que mon pays ne fait pas partie de cette organisation. Enfin, mais disons, enfin, là, je parle de la COMESA, mais je peux aussi le mettre en termes généraux avec les pays africains. Beaucoup, hormis la COMESA, beaucoup de traités, de traités d'accords ont été signés entre différents pays, entre l'Égypte et différents pays, mais ces dossiers-là, on a l'impression qu'ils restent dans les tiroirs, ne sont pas activés. Comment cela se fait en fait? Vous savez, chaque pays a ses propres réalités, chaque pays a sa propre politique. Sûrement, ce sont les réalités particulières de ces différents pays qui font que ces dossiers sont là encore en train de traîner dans les tiroirs. Mais j'ai grand espoir que cela va ressortir parce que de plus en plus les peuples africains prennent conscience de leur intégration, qui va être le moteur de leur développement. De votre côté, donc la politique de la Guinée, de la République de Guinée avec l'Égypte, comment elle a évolué? Bon, elle a évolué positivement. Elle a évolué progressivement et comme je vous l'ai dit, comme pour la plupart des pays africains, il y a eu un certain ralentissement. Mais actuellement, des deux côtés, il y a la volonté de redynamiser ces relations. Et nous sommes en train de travailler, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de travailler à cela. Très bien. Alors on prend juste une toute petite pause et on revient après ça. Merci. Alors, petit problème technique, c'est pas grave. En tout cas, nous avons eu un semblant de pause. On revient à notre sujet. En écoutant donc les différentes critiques justement ou les différentes analyses qui sont souvent critiques quand on parle de la relation entre Africains et entre Africains eux-mêmes. Donc là, je parle de termes généraux. Oui. Il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses. Et si on parle par exemple de la République de Guinée et de l'Égypte, déjà l'infrastructure logistique manque énormément. Est-ce que vous avez en tête et vous avez reçu des contrats, des plans pour remédier à ce problème? Par rapport à... La logistique entre les deux pays. Oui. La logistique entre les deux pays. Vous savez, nous sommes, comme vous l'avez dit tantôt, que nous sommes à des milliers de kilomètres entre la Guinée et l'Égypte. En matière de logistique, je ne sais pas à quel niveau justement vous voudriez parler. Eh bien, par exemple, moi, quand j'ai envie de transporter de la marchandise entre le Caire et Conakry, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des voies ferrées, il faut qu'il y ait des connexions aériennes, et elles manquent énormément. Elles manquent dans toute l'Afrique, pas entre Conakry et le Caire. Mais déjà, si on parle du cas entre Conakry et le Caire, qu'est-ce qui est mis en place ou ce n'est pas encore le cas? Non, entre le Caire et Conakry, il y a déjà un projet d'accord maritime qui a été, dans un premier temps, proposé par la partie égyptienne. Je me suis rendu au mois de février 2015 à Alexandrie pour rencontrer le responsable de l'autorité des transports maritimes au ministère du Transport, n'est-ce pas, qui a fait une proposition d'accord maritime avec la Guinée. Le dossier est parti à Conakry, nous l'avons envoyé par le canal du ministère des Affaires étrangères de la Guinée. Le dossier a été révisé, amendé, il est retourné ici, nous l'avons introduit toujours au niveau des autorités égyptiennes. C'est en cours d'étude et je pense que la mise en place de cet accord maritime fera du bien en matière de transport entre les deux pays. Est-ce que vous pouvez nous en donner des détails? Par exemple, déjà maritime, par quelle voie?
Expliquez-nous un peu faites-nous un peu de cours de géographie. Non, ce sera par le transport... fluvial peut-être? Non, non, pas fluvial, mais maritime. D'accord. Maritime, parce que Conakry... en passant par la mer Méditerranée. Absolument, jusqu'à l'Atlantique. Parce que Conakry est situé au bord de l'océan Atlantique. Oui, oui. Très bien. Et vous avez plus de détails dans pour ce protocole ou cet accord? Bon, je n'ai pas beaucoup de détails, mais il est question probablement de faciliter, d'ouvrir une ligne maritime entre Conakry et le Caire, ce qui faciliterait le transport de marchandises surtout. Quel est l'intérêt de ce type d'accord, sachant que pour passer de la mer Méditerranée à l'Atlantique, il y a quand même beaucoup de pays quand même par lesquels va passer l'Afrique du Nord, des pays africains, le Sénégal, la Guinée, etc. Oui. Quel pourrait être l'intérêt de cet accord, non seulement pour les deux pays, mais pour l'ensemble de cette région-là? Oui, justement, comme vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup de pays qui se trouvent sur la même côte. Donc, une ligne maritime qui partirait du Caire pour Conakry pourrait desservir plusieurs autres par la Guinée. Et est-ce que ça a été pris en compte, cet aspect-là, ou c'était vraiment entre ces deux pays? Non, à proprement parler, je dirais que ces détails ne sont pas dans l'accord, mais c'est un accord qui peut évoluer, donc qui pourra servir à la longue les autres pays. Si on parle maintenant, encore une fois, d'échange d'expériences entre les pays africains, encore une fois, on parle beaucoup de manque de volonté. L'Égypte est active de ce côté-là, puisqu'il y a beaucoup de délégations africaines qui viennent ici. Alors c'est chez nous, par exemple, des journalistes, il y a des agriculteurs, il y a des experts, des scientifiques, des chercheurs, etc. Oui. Mais est-ce que cela apporte aussi ses fruits dans le développement de l'Afrique, ou c'est juste protocolaire? Non, non, ce n'est pas justement, ce n'est pas protocolaire seulement. Parce que les cadres qui viennent ici, les experts qui viennent ici, quand ils retournent dans leur pays, essayent de vulgariser les connaissances qu'ils ont acquises ici. Donc c'est un élément très important. Qu'est-ce que ça peut apporter, encore une fois, mais disons dans le développement africain? Est-ce qu'il y a un modèle africain qui pourrait être mis en place à travers ces échanges d'expériences? Bon, peut-être parler de modèle africain, pour l'instant, ce sera un peu trop, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça va apporter beaucoup à ces différents pays. Mais est-ce qu'il y a une volonté d'en créer un de modèle? Est-ce que les pays africains ont conscience que la coopération sud-sud est la coopération de l'avenir, hein, puisque le Nord a ses problèmes, a ses difficultés financières, a ses troubles à régler, donc et n'a peut-être pas envie d'avoir un poids du Sud comme fardeau, quoi, sur son dos. Est-ce qu'on a conscience que cette coopération Sud-Sud doit être développée? Je serai catégorique là-dessus pour dire que oui, nous avons conscience que cette coopération Sud-Sud doit être développée, inévitablement. On l'a vu on l'a vu la première fois, et cette prise de conscience a été vraiment très claire lors des ministres du développement durable ici au Caire. Il y avait donc une réunion, ça s'est passé il y a 2 ans. L'année dernière plutôt, une coopération, oui. Un grand ministre de l'Environnement. Voilà, des ministres de l'Environnement, c'était l'année dernière. Et puis ça a été clairement dit par les présidents de comité que cette coopération Sud-Sud pour le développement durable de l'Afrique doit être effectuée. Et parmi les choses qui manquent et qui sont importantes et qui manquent malheureusement en Afrique et qui sont importantes dans le développement durable, c'est encore une fois l'éducation. Les professeurs égyptiens sont certes présents dans toute l'Afrique. Les professeurs africains sont formés en Égypte et ailleurs, mais les plans justement pour développer l'éducation, est-ce que vous pensez qu'elles sont suffisantes ou il y a encore à faire? Et s'il y a des plans de développement d'éducation, quels sont-ils? Bon, il y a encore des progrès, il y a encore des efforts à faire de part et d'autre. Il faut quand même que la formation, par exemple, que certains étudiants, que ce soit d'ailleurs dans leur pays ou que ce soit en Égypte ici,
ces formations doivent être adaptées à la réalité du marché actuel. Que les formations soient données ici en Égypte ou ailleurs dans d'autres pays africains. Et vous pensez que ce n'est pas encore le cas pour l'instant? Pour l'instant, non. Mais il y a des efforts dans ce sens-là. Disons que un modèle africain dans son ensemble économique, comment est-ce qu'on pourrait l'imaginer? Est-ce qu'il y a une volonté d'aller en créer un? Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer des traités de coopération sans frontières entre les Africains, ou il y a encore des défis à relever de ce côté-là? Vous savez, l'intégration, je l'ai dit tantôt, c'est la voie la plus sûre pour notre continent pouvoir se développer. Qu'est-ce que vous entendez par intégration? J'entends par intégration que les Africains, les pays africains se mettent ensemble, que les barrières soient levées, que les marchés soient ouverts aux uns et aux autres. Nous avons des exemples déjà en Afrique de l'Ouest. Nous avons la communauté des États économiques, nous avons la communauté qu'on appelle la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la CEDEAO, communauté au sein de laquelle il y a la libre circulation des biens et des personnes. Nous avons actuellement ce qu'on appelle la taxe commune en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire qu'un homme d'affaires, un commerçant qui aura payé sa taxe dans un pays de l'Afrique de l'Ouest ne paiera plus d'autres taxes dans un autre pays. Nous avons mis en place un passeport de la CEDEAO. Nous avons mis en place un système éducatif au sein de la CEDEAO pour pouvoir harmoniser le programme d'enseignement, par exemple, au niveau de la CEDEAO. Donc c'est un modèle d'intégration qu'il faudrait développer pour toute l'Afrique. Mais ces signatures de protocole, ces modèles mis en place, ils sont certes bien, et c'est bien, c'est encourageant de faire cela, mais dans la réalité, on a l'impression que rien ne se fait finalement, parce que franchement, l'Afrique appartient un peu si je dois vulgariser la situation politique, l'Afrique appartient aux investisseurs internationaux, aux grandes puissances étrangères qui viennent profiter des richesses, que ce soit légalement ou illégalement d'ailleurs, et les Africains eux-mêmes n'en profitent pas. Donc tous ces protocoles, toute cette vision pour le développement du peuple africain, on sent que ça tarde à être mis en place. Pourquoi, à votre avis? Non, parce que... Voilà, donnez-moi tort si j'ai tort. Non, non, vous n'avez pas tort, vous n'avez pas tort, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui. Mais comme je vous l'ai dit, il y a encore certains obstacles, parce que certains dirigeants tiennent encore, n'est-ce pas, à leur propre entité, alors que réellement nous devrions dépasser cela, nous mettre ensemble pour pouvoir développer nos sous-régions, pour pouvoir développer notre continent. C'est tout à fait normal ce que vous dites. Mais je pense qu'au sein des groupements économiques que nous avons en Afrique, au sein de l'Union africaine, des efforts sont en train d'être faits pour pouvoir dépasser ces obstacles. Si on pouvait nous donner des détails par rapport à ces efforts, vraiment concrètement, des choses qui se font sur le terrain, pas de simples accords, de simples promesses. Qu'est-ce qui est en train d'être fait concrètement, si vous avez idée? Vous savez, quand je prends par exemple l'Afrique de l'Ouest, nous avons... l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. C'est un fleuve sur lequel se font des réalisations, se font des barrages. Et nos 4 pays que je viens de citer se mettent toujours ensemble pour réaliser ces ouvrages, et ces ouvrages bénéficient au même pied d'égalité à tous ces pays-là. Nous avons par exemple la Mano River Union, une organisation qui regroupe la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria pour la mise en valeur, n'est-ce pas, de ce fleuve-là qui pourrait profiter à ces différents pays. Donc ce sont des organisations qui vont évoluer et qui vont être bénéfiques pour tout le monde. Très bien. En dernier mot pour conclure, Monsieur l'ambassadeur, donc est-ce que vous avez une vision optimiste quant à la rapidité de la mise en place de projets vraiment panafricains, ou il y a encore des défis à régler, notamment sécuritaires et politiques? Oui, les défis sécuritaires existent.
Et le problème sécuritaire n'est pas un problème qui concerne un seul pays. C'est un problème qui concerne aujourd'hui l'ensemble des pays. Et donc, tous ces pays-là, tous ces dirigeants doivent se mettre ensemble, discuter pour pouvoir trouver un plan raisonnable permettant de combattre l'extrémisme, le terrorisme. Et les défis politiques sont aussi là. Il faut que nous y réfléchissions, que nous y pensions, afin que nous puissions mettre en place un programme qui permette de sortir notre continent de sous-développement. Très bien, Monsieur l'ambassadeur, Votre Excellence Soriba Camara, ambassadeur de la République de Guinée, donc Guinée-Conakry. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. C'est moi. Merci à vous. Au revoir. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt. Si je ne vous vois pas, excellent week-end à vous. Je vous laisse en compagnie de mes collègues anglophones. Tout de suite, la retransmission en langue française débutera demain matin à 10h heure du Caire, soit 8h temps universel. Au revoir.